Alors nous venons de parler innovation et start-up avec la BPI et la start-up Nouvéal. Maintenant, nous allons voir comment l'ANS, l'Agence du numérique en santé, peut vous accompagner pour ces sujets d'innovation. Et donc nous allons accueillir Marc Loutrel, qui est directeur à l'expertise, l'innovation et l'international à l'ANS. Marc, c'est à toi. Bonjour Nathalie, du coup merci de m'accueillir. Donc effectivement l'ANS est un accélérateur de l'innovation pour les entrepreneurs et on va essayer de voir un peu comment. Donc moi j'ai préparé quelques éléments notamment sur concrètement l'innovation par rapport à ce qu'on a pu voir sur le terrain pendant cette période pandémique. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir finalement comment la co-construction s'est mise en œuvre concrètement sur le terrain. Et puis peut-être parler un peu plus aussi des aspects, peut-être de manière un peu plus synthétique que ce qui a pu être fait, ce sera la synthèse de l'accélération de ces transformations numériques qui s'opèrent actuellement, notamment à travers les financements et les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Puis après, je parlerai peut-être plus quand même du rôle de l'ANS. Ça a été rappelé ce matin, quel est son rôle concrètement, mais pourquoi et en quoi l'ANS est un acteur systémique en termes d'innovation. Puis je terminerai avec quelques exemples pour traiter les nouveaux besoins notamment, puisque c'est quand même de ça dont on parle, comment accompagner aussi ces nouveaux besoins, les besoins qu'on connaît, mais les besoins aussi qu'on ne connaît pas encore, et pouvoir en assurer aussi la portée complète. Donc sur la partie innovation, je suis reparti du projet Ecubam, donc tout le monde connaît vite ma dose, alors je me suis dit on va changer un peu. Je suis parti de cet exemple Ecubam qui a été créé par un réanimateur au CHRU de Nancy, faisant le constat dans cette région que, alors qu'ils étaient touchés massivement par la pandémie, ils n'avaient aucune information sur la disponibilité des lits Covid des établissements de santé. Donc une première maquette a été faite par ce réanimateur et rapidement des ingénieurs de l'INRIA, de l'école polytechnique ont rejoint le projet et aussi des contributeurs en open source, donc des data scientists qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet. Et finalement, en une dizaine de jours, ce projet a vu le jour. Cette application a été utilisée massivement par l'ensemble des réanimateurs dans la région Grand Est, plus que quasiment l'intégralité des services de réanimation pouvaient utiliser le service qui permettait concrètement d'afficher les lits disponibles dans les établissements et puis afficher une information synthétique qui pouvait être remise à jour régulièrement, 2 fois par jour, avec un simple SMS et un petit formulaire à remplir. Avec la possibilité également d'appeler les unités de réanimation dans les établissements de santé rapidement. Et puis rapidement, ce projet il s'est répandu comme une trace de poudre en France, partout en France, avec 40 départements effectivement qui l'ont adopté, particulièrement dans la région Grand Ouest. Et donc, pour conclure un peu sur cette histoire, sur ce projet concret, ça montre que finalement la co-construction, quand on a vraiment des besoins et particulièrement en gestion de crise, on peut arriver à construire des solutions innovantes qui correspondent à des besoins réels. Bon, après, il reste à les industrialiser et ça, c'est le rôle de vous tous aujourd'hui ici présents pour cette journée. Donc, on va rester un peu dans le monde de l'hôpital rapidement. Donc, suite au Ségur, évidemment, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même des axes d'amélioration pour améliorer notamment l'hôpital. Et ce qui avait été identifié par les autorités sanitaires et puis par le Ségur en santé, c'est notamment la modernisation des franciliens. Donc, je vais passer rapidement, mais sur cette étude qui a été menée par l'ARS et publiée en juin 2021, donc une part belle est faite notamment aux innovations technologiques. Il y a plus de 120 technologies qui ont été identifiées comme étant des technologies intéressantes pour l'hôpital de demain. Elles ont été classées en catégories après avoir fait un filtre et en avoir retenu qu'une vingtaine. Et concrètement, là, je vois que l'ANS elle peut apporter son rôle en tant qu'agence numérique en santé sur des cas d'usage très très concrets. Pour n'en citer que quelques-uns, le télésuivi des maladies chroniques, la téléconsultation portative et connectée, et puis pour un cas d'usage qui a été évoqué, me semble-t-il déjà, c'est les solutions de suivi pré- et post-opératoire. Donc là, l'ANS pourra contribuer à on va dire, définir notamment les règles et puis accompagner les sociétés innovantes dans ce secteur. Après, si on prend en termes de politique publique un peu plus de recul encore, on voit que là on est un peu plus loin du terrain, mais il y a déjà il y a un portage politique très fort, notamment par la présidence de la République, avec le plan Innovation Santé 2030, avec une ambition
de faire de la France donc une première nation européenne innovante et souveraine en santé. Ok, ça c'est l'ambition. Et ce qu'on retrouve, c'est que dans les domaines de la santé de demain, la santé numérique, encore une fois, elle a un rôle majeur à jouer. Et particulièrement sur les usages identifiés dans ces évolutions, l'ANS contribuera à accompagner les entreprises, les industriels, les innovateurs dans des usages tels que effectivement la télésurveillance notamment. Donc je pense qu'on sera amené à se retrouver sur tous ces usages de demain. Et puis, maintenant qu'on a défini finalement les objectifs politiques, concrètement, quel est l'avis des startups, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les financements, tout à l'heure, notamment par la BPI. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir un peu le bilan en termes de financement et de levée de fonds des startups en 2020. Donc, c'est un record mondial, hein. Il y a eu une augmentation de plus de 50% des investissements. Donc, on voit vraiment qu'on est sur une tendance lourde. Alors, certes du fait de la pandémie, mais pas que. Et puis on voit aussi les axes dans lesquels les investissements sont les plus forts, avec effectivement le suivi à distance et la télémédecine, où les investissements ont été multipliés par 2 et par 3 respectivement. Quand on regarde un peu plus particulièrement en France, qu'est-ce qui se passe? On a une cinquantaine d'entreprises qui ont levé 400 millions d'euros en 2020. Et donc toujours dans des secteurs très porteurs comme la télémédecine, donc on fait vraiment le lien, l'aide diagnostic et les objets connectés, donc on est vraiment dans cette thématique-là. Et puis sur les financements, ce qu'on regarde, c'est que par rapport à 2019, le montant est peut-être légèrement plus bas que 2019, sachant que Doctolib avait un peu brouillé les pistes puisqu'ils ont levé 150 millions en 2019, donc sans Doctolib, on voit qu'il y a quand même une croissance des investissements sur les startups françaises. Et puis, il y a les politiques publiques. Donc, tout à l'heure, Céline vous a parlé de tout l'accompagnement avec un cas d'usage très concret de la BPI. Donc, avec le lancement du plan Deep Tech, et sur des technologies de rupture, on voit qu'il y a aussi des financements publics. Et là où, particulièrement sur les usages, l'ANS interviendra, c'est sur des usages très concrets comme l'aide à la décision, comme effectivement l'aide à la prescription, l'aide à la dispensation, donc tous ces cas d'usage sur lesquels nous serons amenés à travailler pour créer des référentiels avec vous, pour vous, et puis concrètement les mettre en œuvre, quoi. C'est aussi ça l'objectif. Et puis pour conclure très concrètement en termes d'évolution, notamment en télésanté, donc la télésanté sur certains cas d'usage tels que la téléconsultation et la téléexpertise est rentrée dans le droit commun, notamment avec la signature d'accords entre le syndicat des médecins et l'assurance maladie. Et puis on voit qu'il y a encore un petit flou sur la télésurveillance, mais ça bouge, puisque effectivement des sociétés comme MoveCare qui proposent des solutions pour le suivi de la récidive des cancers du poumon. Cette société propose une solution basée sur des algorithmes, sur un système de questionnaire très simple, et elle a été évaluée positivement par la HCS et elle est aussi remboursée par l'assurance maladie, donc ce qui crée quelque part un précédent qu'il va falloir aussi structurer d'un point de vue financier pour les entrepreneurs. Ça, je pense qu'effectivement vous l'avez bien en tête. Mais voilà, tout ça avance dans la bonne direction. Et puis pourquoi l'ANS est maintenant un acteur systémique incontournable. Alors je vais reprendre rapidement les rôles, hein. C'est les rôles régaliens de l'ANS, le rôle de régulateur, où finalement on définit des règles communes. Tout à l'heure j'ai entendu parler d'interopérabilité. Oui, l'interopérabilité, l'échange de données structurées, c'est un élément majeur, notamment sur tous les nouveaux services. Et puis il y a l'aspect cybersécurité qui rentre aussi dans ce rôle de régulateur. Il y a une partie rôle d'opérateur sur notamment les grands programmes nationaux et les services que nous opérons à l'ANS. Pour en citer quelques-uns, les messageries, mais également le système d'information du SAMU pour tout ce qui est la gestion des urgences. Et puis un rôle de promotion, donc à la fois auprès des régions, mais également auprès des professionnels de santé et des industriels. Voilà, donc ça c'est un point majeur pour l'ANS dans les nouvelles missions qu'elle se donne. Et puis le rôle de valorisateur, parce que concrètement c'est bien d'avoir une politique forte en termes de santé numérique, mais aussi il faut savoir en évaluer l'efficience, notamment sur l'accompagnement que l'ANS peut proposer. Donc l'ANS en quelques chiffres, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur le côté innovation, c'est qu'on a pu proposer un service d'identification, d'authentification innovant avec ICPS, où 50 000 ICPS ont été créés en 2020. Aujourd'hui, on est à plus de 150 000,
à peu près 3 millions d'authentifications en moyenne par mois, avec un pic à 8 millions au mois d'août. Donc voilà, l'agence du numérique aussi innove pour tout son écosystème, pour les professionnels de santé et puis évidemment pour les industriels. Et puis effectivement, en termes de volumétrie, d'échanges, de messages échangés, on est sur des proportions quand même colossales avec plus de 4 millions de messages échangés via la messagerie sécurisée de santé, plus de 125 hébergeurs de santé et 1 million de pages consultées. Donc là, c'est pour donner quelques exemples de volumétrie très concrètes, au-delà des innovations que nous avons pu apporter pour l'accès au système d'information de dépistage, donc le SI-DEP et le système d'information de vaccination. L'ANS intervient également très concrètement sur le volet numérique du Ségur, donc suite aux accords qui ont été signés entre le ministère de la Solidarité et de la Santé et les parties prenantes à l'été dernier. Donc un volet important a été consacré au numérique. Je pense que vous êtes tous au fait de ça. Donc c'est 2 milliards d'euros sur l'investissement pour accélérer la feuille de route très concrètement, avec un objectif très concret d'alimenter le dossier médical patient avec un ensemble de données de santé structurées, que ce soit sur les différents couloirs du Ségur, en biologie, radiologie, etc. Et donc concrètement, là on met en place tout ce qu'il faut à la fois en termes de spécification en amont, donc les fameux dossiers de spécification de référencement, mais également toute la partie aval pour le référencement des éditeurs et des industriels. Pour un certain nombre d'entre vous sont déjà certainement candidatés. Concrètement, on va s'occuper du référencement avec ce système ouvert non sélectif qui consistera à financer les éditeurs directement, un financement à la fois au déploiement des logiciels référencés, mais également à l'usage. Donc l'Europe n'est pas en reste, puisqu'effectivement ce qui se passe en France, on le constate déjà dans plein d'autres pays européens et d'autres États, mais également en Europe. L'Europe a financé plusieurs projets européens. Donc l'ANS est partie prenante d'un des projets depuis 2016. Et en juillet dernier, concrètement, l'ANS opère maintenant le point de contact national pour le raccordement au réseau européen de santé. Et concrètement, on a un cas d'usage que nous implémentons d'ores et déjà, c'est le partage du volet de synthèse médicale pour les professionnels de santé français qui pourront accéder donc au volet de synthèse médicale des citoyens européens. Donc ça, c'est un cas d'usage très concret. Et puis l'Europe, c'est aussi des investissements qui vont se confirmer, qui vont même augmenter très fortement, puisque là, on est passé de quelques centaines de millions d'euros à plus de 5 milliards sur la prochaine période de 6 ans, avec des appels à financement qui vont se concrétiser sur cette fin d'année et sur ce début d'année 2022, à la fois pour accélérer l'échange de données de santé pour des services de soins transfrontaliers, mais également sur d'autres cas d'usage tels que l'espace européen des données de santé qui sera construit et donc permettra notamment d'accélérer sur les aspects recherche et innovation sur les nouveaux cas d'usage. Donc l'innovation, concrètement, ce que propose l'ANS aussi, et ça je pense que c'est aujourd'hui bien connu de tous ceux qui innovent dans la santé, c'est Genius, avec la possibilité d'avoir accès à des éléments synthétiques pour ceux qui rentrent sur ce marché, à la fois sur des parcours guidés, sur les référentiels qui peuvent être opposables, sur la réglementation, mais également sur l'aspect financement. Et Genius est co-créé avec la DNS, qui porte ce projet, regroupe tous les acteurs finalement de l'écosystème. Pour un industriel, c'est rarement simple d'y voir clair. Ben là, il y a quand même un regroupement de tous les acteurs, à savoir la NSM par exemple pour tout ce qui est normes CE, donc certification CE qu'on évoquait tout à l'heure pour les dispositifs médicaux ou les dispositifs médicaux connectés, l'assurance maladie pour la partie remboursement évidemment, la BPI pour le financement, etc. etc. Et puis l'étape d'après, je te fais un peu de teasing Nathalie pour toi, c'est le fait que finalement quand on regarde le parcours d'un industriel, ce n'est pas uniquement le démarrage, la découverte et la recherche d'informations en termes de parcours, mais il y a aussi d'autres étapes. Et tout le travail de co-construction qui a été mené avec vous pendant cet été, c'est déjà d'identifier des personas clés, comme les profils stratégiques et profils techniques ici, et puis de voir finalement qu'est-ce qui manquait aujourd'hui pour accélérer
les parcours d'un innovateur. Et donc du coup, les étapes à venir, c'est les étapes de planification, l'étape 3 et 4 dans la vie d'un industriel, d'un innovateur, avec effectivement plutôt la mise en œuvre d'une feuille de route et puis finalement après plutôt sur une veille et un partage et co-construction en partenariat avec l'ANS. Et tout ça, ça sera construit dans le portail industriel que Nathalie vous présentera cet après-midi, je crois. Voilà, donc concrètement, vous voyez, on avance en innovation, mais en attendant, on essaye aussi de faire des choses aussi très concrètes. Donc avec Paris Santé Campus, qui est quand même un programme important, majeur à l'échelle de la France. C'est un programme en santé numérique pluridisciplinaire qui va regrouper à la fois des acteurs publics et privés. Donc sur le site de Val-de-Grâce, donc en plein cœur de Paris, au niveau de l'ancien hôpital d'instruction des armées. Et concrètement, ce site va accueillir donc, un hôtel d'entreprise, des incubateurs et tous les partenaires publics qui seront également sur ce site accompagneront les entreprises innovantes, notamment pour de l'expertise. Concrètement, les objectifs de Paris Santé Campus, c'est de pouvoir produire et exploiter de la donnée de santé pour pouvoir on va dire, accompagner la recherche, mais aussi les sujets d'innovation. Et donc, une filière aussi d'accélération en termes de formation pour pouvoir aussi créer des expertises pointues dans la santé numérique, on en manque. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve aussi, c'est concrètement l'envie de créer des entreprises avec des nouvelles applications en rupture, et puis créer les entreprises de demain et les emplois de demain dans ce secteur. Sur les chiffres, en quelques éléments, donc le Val-de-Grâce, ça n'arrivera qu'en 2028, puisqu'effectivement, il va falloir entre-temps réhabiliter le site. Mais c'est 360 millions d'euros, 73 000 m² de surface, 5 partenaires publics, donc l'INSERM Transfert qui a de fortes compétences dans tout ce qui est effectivement incubation, Paris Sciences et Lettres qui a également cette compétence-là, mais également des acteurs comme le Health Data Hub pour tout ce qui est données de santé. Et puis vous allez retrouver l'Agence du numérique en santé évidemment. Ainsi que l'INRIA pour tout ce qui est évidemment recherche informatique. Comme on a pu le voir, l'INRIA est très impliquée sur certains cas d'usage et notamment particulièrement sur la santé numérique en interopérabilité. C'est aussi 3 instituts de recherche et un hôtel d'entreprise comme je l'évoquais. Et puis on ne va pas attendre que le Val-de-Grâce soit prêt. Concrètement, on va pouvoir accueillir des entreprises dès 2021, donc à partir de novembre, sur un site qui est basé dans le 15e arrondissement. Donc 20 000 m², 4 000 m² pour la partie dédiée vraiment au centre d'affaires. Et donc le site parissantécampus.fr est lancé, l'appel à manifestation d'intérêt vous attend, donc on vous attend tous, candidatez. Venez nous rejoindre sur ce site fabuleux pour qu'on puisse construire ensemble finalement cette santé numérique dont nous avons tous besoin et créer les champions dont nous avons besoin, tels qu'on a pu le voir avec des fusions incroyables en 2021. Teladoc et Livongo pour ne pas les citer. Et puis en attendant qu'on se retrouve sur le site de Paris Santé Campus, finalement, je voulais vous dire qu'à l'ANS aussi, on innove concrètement. On innove par rapport aux standards, donc il n'y a pas de politique industrielle sans standardisation, je pense que ça c'est un élément clé. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on teste les nouveaux standards sur les nouveaux cas d'usage, donc là j'en ai pris un, c'est l'aide à la décision. Et puis, on les teste pour voir si concrètement on peut les intégrer dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé que nous portons. Et ça, c'est au bénéfice évidemment de tout l'écosystème industriel pour pouvoir en apprécier la bonne application dans la e-santé française. C'est aussi la traduction automatique de terminologie. Donc, depuis fin 2020, on fournit un serveur multiterminologie. Donc ce serveur remplace les terminologies qui étaient disponibles au format PDF par des terminologies accessibles directement depuis un serveur en dynamique. Donc aujourd'hui, le serveur multiterminologie qui vous sera présenté, à mon avis, très largement par Thierry et ses équipes, par Thierry Dard et ses équipes, c'est 32 terminologies, 700 000 termes, donc c'est colossal. Et puis, ce qu'on voit concrètement, c'est quand même que ces terminologies sont essentiellement anglo-saxonnes. Et pouvoir accélérer la mise à disposition de ces terminologies, ça passe aussi par la capacité à pouvoir les traduire.
notamment en mettant en place de la traduction automatique neuronale. Et ça, on le fait avec des partenaires donc académiques, notamment, mais aussi des CHU. Et puis, on a des résultats concrets, puisque, pour ne pas les citer, on en a quand même 4 terminologies qui ont été aujourd'hui traduites, dont la SNOMED-CT. C'est concrètement également, en termes d'innovation, l'alignement automatique de terminologie. Ces terminologies, elles ont des concepts qui peuvent se retrouver entre terminologies, donc assurer une interopérabilité entre elles est un point important, mais c'est aussi pour gérer l'obsolescence de certaines terminologies, pour prendre l'exemple Cladimed. Et concrètement, on a mis également en œuvre ce type d'alignement sur le serveur multiterminologie, sur deux alignements, et d'autres alignements sont en cours de production. Donc voilà ce que l'on fait concrètement à l'ANS pour votre service, pour le service des professionnels et des établissements de santé qui veulent s'en emparer. Et voilà, donc je pense que c'est déjà un bon tour d'horizon de ce que fait l'ANS en termes d'innovation et ce qu'on apporte, ce qu'on espère apporter. Et du coup, je suis ouvert à toute question, évidemment. Alors justement, nous avons une question concernant Paris Santé Campus. On nous demande s'il y a déjà un site internet dédié avec des potentielles offres d'emploi pour les personnes qui seraient motivées par la santé numérique, ou est-ce que c'est quelque chose à venir? Alors, le site Paris Santé Campus existe. Aujourd'hui, oui, pardon, je t'en prie. Il existe. On peut déjà y accéder. Donc, il y a cet appel à manifestation d'intérêt qui est publié. Donc, pour les entrepreneurs, ils peuvent déjà candidater. Pour les offres d'emploi, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait publié encore cette partie-là, mais il est prévu dans Paris Santé Campus, notamment de pouvoir faire des rencontres avec notamment des candidats à la santé qui souhaiteraient rentrer dans le secteur de la santé numérique. Mais à ce stade-là, le site vient juste d'être publié. Donc, ça va venir. D'accord, c'est à venir. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent. Alors, la France va-t-elle adhérer à l'utilisation de la SNOMED-CT en France? Alors, pour la SNOMED-CT, ce qu'on a prévu, on a mené une étude en 2020. Cette étude a conclu qu'effectivement, il était nécessaire de prendre un peu de temps pour notamment l'expérimentation de la SNOMED. Donc aujourd'hui, le stade où nous en sommes, c'est pour beaucoup d'échanges avec des pays qui l'ont mis en œuvre, très concrètement, notamment l'Allemagne, mais pas que, pour voir où ils en sont dans le déploiement de la SNOMED. Et un de nos objectifs, c'est de pouvoir l'expérimenter à notre tour avant de pouvoir prendre une décision définitive, une trajectoire pour pouvoir l'adopter. D'accord. Bien, merci beaucoup Marc. Merci à tous. Ça va être le moment de conclure cette matinée. Alors, oui, merci beaucoup. Nous avions une petite diapo de conclusion à vous montrer. Là voilà, merci beaucoup. Donc ce matin, nous avons parlé stratégie nationale, nous avons parlé des startups, nous avons parlé de l'innovation. Et ce qui ressort principalement, c'est que tout ça ne sert que les usages des professionnels de santé et les usages des patients. Cet après-midi, ce sont ces sujets que nous allons voir ensemble. Nous allons nous focusser sur les usages des professionnels de santé et des patients, notamment dans le secteur du médico-social, au travers de mon espace santé, au travers également de l'application Carte Vitale. Je vous parlerai plus en détail de la nouvelle approche d'accompagnement que nous vous proposons et que nous avons co-construit avec vous cet été, comme Marc vient de vous l'expliquer. Nous parlerons bien évidemment du Ségur, sujet incontournable en ce moment. Et puis nous terminerons en faisant une mise à jour sur la doctrine technique, la version 2021 de la doctrine technique. Donc je vous propose qu'on conclue là cette matinée. Nous nous retrouverons à 14 h sur le même lien de connexion. Donc merci à tous les intervenants qui sont venus et merci à vous d'avoir suivi cette matinée avec nous. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure.